Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle al-fa'il. La notion de fa'il, chose qu'on va expliquer à travers ce cours, mais en français, on peut traduire ça par le sujet. Alors, avant de commencer à expliquer ce qu'est un sujet en arabe, al-fa'il, on va reprendre le postulat du cours. À chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de répéter ce qu'on a vu depuis le début, histoire de revoir les bases, de les maîtriser pour ceux qui ont déjà assisté. Ceux qui n'ont pas assisté, ils ont un petit aperçu, un petit résumé de ce qui est passé précédemment. Et auquel cas, ceux qui veulent, qui n'ont pas assisté au premier cours, je vous invite à les reprendre. Ils sont disponibles sur YouTube. Et donc, le postulat, c'est quoi? C'est qu'on a dit que le premier chapitre qu'on a étudié dans le livre de grammaire, c'était Babul Kalam, c'est-à-dire le chapitre de la parole. Et la parole, ce qu'on souhaitait dire à travers la parole, c'était en gros de quoi est composée la langue arabe. La langue arabe, elle est composée de phrases, d'accord? De phrases qui sont composées, elles, de mots. Et ces phrases, maintenant, vont être le sujet de notre étude. Donc, on a dit que al-kalam, ça revenait à dire en gros des phrases. Les phrases en arabe se distinguent en deux catégories. On a la phrase nominale qu'on appellera al-jumlatul ismiyatu et on a aussi al-jumlatul fi'aliyya. Chacun de ces deux types de phrases a une composition différente l'une de l'autre et est forcément composée au minimum de deux choses, au minimum, je dis bien. Et nous, on va s'intéresser donc à ce minimum-là. Et le sujet de notre cours d'aujourd'hui va porter notamment sur l'étude de la phrase verbale. Puisque les chapitres précédents qu'on a vus, à savoir An-Nawasib, Al-Jawazim, et on avait vu aussi le chapitre des verbes, puisque les chapitres précédents qu'on a vus portaient essentiellement sur l'étude des verbes, eh bien on va continuer dans cette continuité-là, dans cette série-là, et on va se concentrer sur ce dont est composée une phrase verbale. Alors, la phrase verbale, al-jumlatu al-fi'liya. Al-jumla qui veut dire une phrase, la phrase, et al-fi'liya qui est donc en gros fait référence à al-fi'l, le verbe. La phrase verbale commencera forcément par un verbe. Alors, ce qui caractérise un type de phrase de l'autre, c'est ce par quoi elle commence, en fait. On appellera une phrase verbale une phrase qui commencera par un verbe, et une phrase nominale une phrase qui commencera par un nom. Et la phrase verbale est composée au minimum de deux choses. La première, c'est un verbe, fi'alun. Le verbe, il peut être au passé, il peut être au présent, au mudari', et il peut être aussi à l'impératif. On a vu ces trois modes de temps, ces trois modes de verbe, à savoir al-madi, al-mudari' et al-amr, dans le cours qui faisait référence aux verbes mode et temps. La phrase verbale sera composée d'une deuxième chose, c'est un fa'il, un sujet. Verbe, sujet. Et dans cet ordre-là, forcément. Ce qu'on appelle le fa'il, c'est quoi? C'est donc un nom. Le sujet, c'est forcément un nom. C'est un nom qui sera toujours marfoua. Et en arabe, on dit ismun da'iman marfoua. Un nom qui sera toujours marfoua. Marfoua, on a expliqué dans les cours précédents ce que ça signifiait. Et marfoua, c'est un terme qui fait référence notamment à la terminaison d'un mot. Et c'est donc un mot qui se terminera par une damma essentiellement. On a vu que l'état des mots était de 4 en arabe, c'est-à-dire les mots pouvaient varier de 4 états. Les verbes et les noms se partagent deux états communs, à savoir le raf et le nasb. Le raf qui est caractérisé par quelle voyelle? La dhamma principalement, et le nasb qui est caractérisé par la fatha majoritairement. Quand on dit qu'ils sont caractérisés par cette voyelle-là, c'est-à-dire qu'ils termineront par, par une dhamma ou par une fatha. Ensuite, chacun d'entre eux, c'est-à-dire le nom et le verbe, se caractérise et se distingue de l'autre par un état qui lui est propre. Et le marfou, ça fait référence à quoi? Au tableau qu'on avait vu dans, il me semble, le deuxième cours. Le deuxième cours, à savoir la terminaison, ou je crois qu'on l'avait appelé aussi la déclinaison. Je vous invite à le revoir. Mais dans ce cours-là, on avait vu les tableaux qui, en fait, évoquaient et expliquaient ce que signifiait chacun de ces états-là, dans lequel un mot pouvait passer d'une phrase à une autre. C'est-à-dire qu'un mot, un nom, peut être dans l'état du raf dans une phrase, puis le même mot peut être dans un autre état dans une autre phrase. Et on avait donné un exemple de ça dans le Coran, pour ceux qui se rappellent. Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Et on avait vu bien évidemment que le mot hajj revenait 3 fois dans le même verset et revenait avec une terminaison différente dans le même verset.
C'est-à-dire dans la première fois qu'il venait dans le verset, Al-Hajj, il était marfou' avec une dhamma. Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja. Ici, Al-Hajj, c'est le même mot que le premier. Il a le même sens, sauf qu'il termine cette fois-ci par une fatha, Al-Hajja. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Et al-hajj ici terminé par une kasra. On voit donc que dans une même phrase, le même mot peut avoir une terminaison différente. Il sera donc variable. Il passera par des états différents. C'est une chose que je répète, qu'on a vu dans les cours précédents, mais pas de mal à répéter. Alors, ar-raf, ça faisait référence à quoi principalement? La voyelle principale du raf, c'était la dhamma. C'est ce qui caractérise cet état-là. Sauf qu'il y a d'autres signes au raf. On avait vu 4 signes, à savoir la dhamma, le waw, le alif et le nun. Chacun de ces signes-là interviendra dans une situation différente et sera le signe du raf selon un type de mot différent. Et ces types de mots-là, c'est ce qu'on a cité ici. À savoir, la dhamma sera le signe du raf pour les noms singuliers. À savoir, at-talibou. At-talibou, c'est un nom singulier qui veut dire l'étudiant. Ou alors, at-talibatu aussi. C'est un nom féminin mais singulier. Donc, la dhamma sera le signe du raf chez lui. Il sera aussi le signe du raf dans d'autres circonstances. Le waw sera le signe du raf dans les pluriels masculins réguliers. Les pluriels masculins réguliers, c'était pluriels qui étaient construits à partir du singulier d'un mot auquel on a ajouté le waw et le nun. Comme muslim, muslim qui veut dire un musulman, le pluriel se dit muslimouna avec un waw de prolongement après le mim et un nun. C'est comme ça que se forme le pluriel masculin régulier. Et le signe du raf dans ce type de mot, c'est-à-dire le pluriel masculin régulier, sera le waw. Alors, quelques exemples de construction de phrases verbales. On a besoin essentiellement de 2 mots. Ces 2 mots, on va prendre comme premier mot pour construire notre phrase verbale le verbe ja'a qui veut dire venir au passé. Ja'a et au présent, c'est yaji'u. Ça, c'est l'infinitif du verbe. Et ja'a, c'est conjugué à huwa. Il est venu. Sauf que là, il nous faut la deuxième partie de la phrase, à savoir un sujet. Il nous reste à avoir un sujet. Donc, le sujet, on va choisir Mohammed. Ja'a Muhammadun. Et ce qu'on peut voir dans Muhammadun, c'est qu'il termine bien évidemment par une dhamma. Il est donc marfu'. Marfu' avec la dhamma. Et ça, c'est obligatoire. Le sujet sera forcément dans l'état du raf et on peut dire brièvement qu'il se terminera forcément par une dhamma ou par ce qu'il en découle comme signe de la dhamma. On prend une autre phrase et on va prendre comme premier verbe le même verbe qu'on a cité juste au-dessus, c'est-à-dire ja'a, sauf qu'on va le conjuguer à une autre personne qui est hiya. Hiya qui veut dire elle, au féminin singulier de la troisième personne du féminin singulier. Ja'at. Ja'at, elle est venue. Il nous manque un fa'il. Alors, on va prendre comme fa'il su'adu. Su'ad qui est un prénom féminin. Donc ici, le sujet, c'est encore un nom propre qui est cité de manière claire. D'accord? Ja'at su'adu. Et su'adu, elle ne termine pas par une tanwin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots féminins, ils ne terminent jamais par une tanwin. Logiquement, tout mot, s'il n'est pas précédé de alif lam ou autre circonstance, il terminera forcément par une tanwin comme Mohammedoun. Ce que ce had ici termine par une simple voyelle parce qu'elle fait partie des mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire des interdits de tanwin. Les mots, les noms propres féminins, que ce soit des noms propres de personnes ou des noms propres de villes, ne finissent jamais par une tanwin. Mekkatu, on dit par exemple Mekkatu et pas Mekkatoun. On prend cette fois-ci le même verbe, mais conjugué au présent, au mudari'. Yaji'u, il vient. Yaji'u al-mudarrisu. Cette phrase-là signifie en gros le prof arrive, il arrive. Le sujet ici, c'est al-mudarrisu, à savoir l'enseignant. Et on voit que tout comme les mots les fa'il qu'on a utilisés précédemment, ils se terminent encore par une voyelle qui est la dhamma. Et ici, une voyelle simple. Pourquoi? Parce qu'on a mis alif lam au début. Et alif lam, on connaît, on sait que lorsqu'il y a alif lam, c'est-à-dire l'article définit le professeur, eh bien, la tanwin ne peut pas apparaître. La tanwin étant un signe en général de l'indéfini. Ce qu'il y a ici entre les 2 lignes que j'ai tracées, ce sont donc des exemples de phrases verbales où le nom est cité clairement. On voit bien Mohammedoun, Su'adu, Al-Mudarris. Ici, le sujet est cité de manière claire. Ce qu'on comprend, c'est donc qu'il y a des phrases où le sujet pourra être cité différemment, pas forcément clair. La deuxième situation qu'on va prendre, c'est dans le cas où le sujet sera prononcé de manière claire, mais sur un pronom.
Il ne sera pas un nom clairement cité, mais ce sera un pronom. Les pronoms en français, c'est je, tu, il, nous, vous, il. Si vous avez suivi le cours avec moi sur les verbes, on avait vu la conjugaison du verbe, du passé et du présent. On avait dit que pour le passé, pour les verbes au passé, on ajoutait toujours à la fin du verbe des pronoms suffixes, ce qui va donc en fait renvoyer à la personne de laquelle on parle. Exemple, kharajtu. Kharajtu, c'est le verbe à l'origine à l'infinitif, c'est le verbe kharaja qui veut dire sortir au passé. Au présent, ce sera yakhruju. Là, il est conjugué au passé. Alors, ce qu'on fait au passé, pour le conjuguer, c'est qu'on va rajouter un pronom à la fin qui va correspondre à une personne. J'ai pas mis le tableau, j'aurais peut-être dû mettre le tableau des personnes, ça aurait été bien. Il est disponible d'ailleurs sur la chaîne secondaire en document. Et donc, le tout ici qu'on a rajouté à la fin fait référence à la personne Anna. Je suis sorti. Ana kharajtu. Si je veux dire tu es sorti, je dirais anta kharajta. Anti kharajti si on s'adresse à une femme. Et ce pronom-là ici, il sera considéré comme le fa'il, comme le sujet. Et il ne sera pas cité ici comme un nom clair, mais ce sera un pronom. Donc le fa'il ici sera un pronom. Donc ça pourrait être anta kharajta. Le fa'il ici ce sera le ta, kharajta. Anti kharajti. Le ti sera le fa'il. Autre cas que l'on peut prendre, dakhalu. Dakhalu ici c'est le verbe rentrer. Il est conjugué à la troisième personne du masculin pluriel, il avec un S. Hum, dakhalu. Ils sont rentrés. Et ici, le sujet, el-fa'il, c'est le waouh du pluriel. Hum dakhalu, c'est un pronom, faisant référence donc à hum. Alors en arabe, on a une petite particularité concernant la conjugaison du verbe, c'est que lorsqu'il est placé devant le fa'il, eh bien le verbe se conjuguera au singulier, peu importe que le sujet soit pluriel ou singulier. Mais il s'accordera en genre, pas en nombre. J'explique. Si on prend une phrase toute simple, on part du postulat, c'est que ici le sujet de notre phrase c'est at-talibou, c'est un nom singulier masculin. On va donc conjuguer le verbe au même titre que son sujet, c'est-à-dire au masculin singulier. On va donc le conjuguer à huwa kharaja. Kharaja talibou. L'étudiant est sorti. Si on prend le pluriel maintenant, un sujet, le même sujet, at-talibouna, qui est le pluriel de talib, et on voit que c'est un pluriel régulier parce qu'il se forme par l'ajout à cette base-là, on ajoute juste un waouh et un nous, je le répète encore une fois, hein, mais le mot talibou, taliboun, a plusieurs pluriels. Un pluriel irrégulier, mais un pluriel aussi régulier. Souvent, ceux qui font le tome de Médine, ils apprennent le pluriel irrégulier parce qu'il est le plus souvent employé. Mais il a un pluriel régulier aussi, at-talibouna. Et donc là, je m'en sers parce que ce sera plus simple de comprendre l'exemple. At-taliboun, c'est le sujet dans la phrase et il est donc masculin pluriel. Malgré ça, on va conjuguer le verbe qui se situera avant le sujet au masculin singulier et pas au pluriel, ce qui est une petite spécificité à la langue arabe. Lorsque le verbe se situe avant le sujet, eh bien, le verbe sera conjugué au singulier, mais s'accordera quand même en genre avec le sujet. On voit un autre exemple avec avec un sujet qui sera cette fois-ci pas masculin mais féminin. Et on prend donc le singulier de ce sujet-là, à savoir talibatun, qui veut dire une étudiante. Si je veux dire qu'une étudiante est sortie, kharajat talibatun. Une étudiante est sortie. Le sujet ici, c'est talibatun. Comment le sait-on? Elle termine par une damma. Elle est marfoua. Le sujet est toujours marfoua, donc talibatun ici est le sujet. Et on a bien évidemment conjugué le verbe kharaja au féminin singulier. Elle est sortie. Si maintenant je prends le sujet féminin talibatun, mais que je l'accorde au pluriel, ça deviendra talibatun, qui est un pluriel féminin régulier, qui lui se formera pas par l'ajout du waw et du nun, mais du alif et du ta. C'est comme ça que se forment les pluriels réguliers féminins. Talibatun, talibatun. Donc ici, on voit bien que malgré que le sujet soit pluriel, on a gardé le verbe au singulier parce que tout simplement, il est devant le sujet. Et lorsque le verbe se situe devant le sujet, eh bien, on le laisse au singulier. On l'accorde en genre, mais pas en nombre. Donc si maintenant le sujet, je vais dire grossièrement, ceux qui s'y connaissent vont sûrement me critiquer lorsque je vais dire ça,
Mais c'est pas grave parce que moi, j'ai destiné ces cours-là à un public qui est plutôt, débutant. Donc si maintenant le sujet, à savoir at-taliboun, qui est, donc en gros le même sujet que j'avais utilisé ici, kharaj at-taliboun, sauf que là j'ai inversé le sens, j'ai mis le sujet avant le verbe. At-taliboun ici il est pluriel masculin. Eh bien s'il est placé avant le verbe, eh bien le verbe sera conjugué en genre et en nombre. At-talibouna kharaju et kharaju ici il est conjugué au pluriel. De même que si je prends le mot qu'on avait pris tout à l'heure, à savoir, le sujet talibatun, at-talibatu, pluriel féminin régulier, eh bien le verbe qui viendra après, qui cette fois-ci sera situé après le sujet, sera conjugué en genre et en nombre. Kharajna, kharajna qui, le verbe est donc conjugué à la troisième personne du féminin pluriel. Hunna kharajna.